Ah, alors, je sais pas du tout si on va garder ça. On va peut-être pas garder ça, c'est quand même complètement... C'est quand même complètement fou, complètement jeté. Bon, vous voyez, cette petite lueur, alors pas ici, mais ici. Petite lueur rouge sur mon visage et une petite lueur rouge sur mon visage. Qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce que vous avez à dire pour défendre? Non, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que c'est une vidéo Halloween. Nous sommes le 16 octobre et je serai pas là pendant une semaine sur Twitch, etc. Et je me suis dit, cette année, c'est l'occasion qu'on fasse une petite vidéo Halloween et tout. Ça peut être très très sympa. On va parler aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, donc c'est une vidéo un petit peu frissonnante, etc. Donc on va parler d'histoires un petit peu flippantes, etc. Pour se mettre. Si vous n'avez rien de prévu le soir d'Halloween, si vous voulez regarder ça, je sais pas trop combien d'histoires on va raconter là-dedans, sur quoi elles vont porter exactement, est-ce que la vidéo sera longue, mais si vous avez rien de prévu le soir d'Halloween et que vous voulez faire un petit peu frissonner, eh bien n'hésitez pas à vous regarder ça. On va parler aujourd'hui de maisons, de châteaux hantés, de cas, de gens qui témoignent, etc. Et parfois qui ont remonté un petit peu. Et on va parler aujourd'hui du château du Calvados. Donc le témoignage, le témoignage, le propriétaire du château, il n'a pas vraiment de nom. On va l'appeler Gilbert, tout simplement, dans notre histoire. Donc notre ami Gilbert, qu'est-ce qu'il a fait tout simplement? Il est propriétaire d'un château plus ou moins réputé hanté, puisque tout simplement, il a tenu, il a tenu un journal dans lequel il notait, etc. Il notait les événements qui se passaient, les événements qui se produisaient. Et donc ça se passe de octobre à janvier, tenez-vous bien, 1875. Donc là, c'est des faits qui remontent pas mal, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de se dire que à l'époque déjà, il se passait potentiellement des choses bizarres. Donc peut-être que maintenant, c'est plus comme aujourd'hui où il y a beaucoup de gens qui vont chercher à faire des trucs pour le buzz, etc. Donc là, ça peut être intéressant de voir un témoignage qui remonte un petit peu. Et donc, on nous dit aussi que notre ami Gilbert, ben, il est pas seul. Donc c'était un château, donc forcément, il vivait avec de la famille à lui, il vivait il y avait des domestiques au château, et donc que toutes ces personnes-là ont apporté des témoignages et que ça constitue tout simplement un dossier plus que fiable. Donc on nous dit que c'est un château qui en 1835, qui a donc été construit en 1835, on se situe où? En Normandie, et c'est un château qui a la réputation d'être tout simplement hanté. Donc qu'est-ce qui se passe? Le château, il a pour réputation d'être hanté, sauf qu'il était dans un très très mauvais état, c'était très compliqué, c'était compliqué de vouloir le restaurer, tout simplement. Donc Gilbert, qu'est-ce qu'il décide? Il décide pas de restaurer le premier château, mais il décide de construire un deuxième château à 150 mètres du premier. Donc à partir de là, on est en 1867, et donc notre ami Gilbert va tout simplement hériter de ce château. Donc 67, c'est donc 8 ans avant que les premiers événements ne surviennent. Gilbert, pépère, il s'installe avec sa famille, et dès le début, ils vont commencer à entendre des bruits bizarres, etc. Sauf que ça va pas durer. Étonnamment, ça va pas durer. Ils vont juste entendre quelques bruits bizarres, machin, rien de très alarmant. Et du coup, pendant 8 ans, ils vont rien entendre de nouveau de suspect. Comment est-ce que ça commence? On nous dit que dans l'une des chambres, on commence à entendre des coups et des objets qui tombent tout seuls, enfin des objets qui volent un petit peu dans la pièce, donc ça commence pas mal. Donc là on est en 1875 à ce moment là, donc il y avait la famille, il y avait certains domestiques, et il y avait aussi un prêtre, enfin il y avait aussi des prêtres, et donc là il y avait aussi il y avait un prêtre qui se plaignait que son fauteuil était régulièrement déplacé et qu'il entendait régulièrement des bruits bizarres, des coups, notamment des coups sur la porte, des coups dans les murs. Et donc là, c'était un petit peu isolé, un coup c'était dans une pièce, un coup c'était seulement le prêtre qui entendait. Sauf que au bout d'un moment, tout le monde concorde à dire que dans la nuit, tout le monde, donc toute la maisonnée, entend régulièrement des bruits de pas, des voix, etc. Donc là, ça commence à être vraiment très très bizarre, puisque ça inclut tout le monde. Et tout le monde entend globalement les mêmes choses, tout le monde rapporte un peu les mêmes faits. Donc là, Gilbert, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, haha, c'est un petit malin. Il se dit qu'il y a quelqu'un dans son entourage qui essaie de lui faire peur, pour tout simplement qui revende le château à bas prix. Du coup, Gilbert, il va décider de mener sa petite enquête. Il va il va mener une espèce d'enquête avec du personnel pour savoir s'il n'y avait pas des espèces de souterrains, des espèces de tunnels sous le château qui auraient permis qu'on puisse pénétrer dans le château et jouer des petits tours comme ça justement. Bon, sauf que du coup, il trouve rien. Gilbert à ce moment-là, qu'est-ce qu'il décide? Il barricade le château, ni une ni deux. Il achète deux énormes chiens de garde, sauf que pas de chance pour Gilbert, les phénomènes ne cessent pas.
Sauf que Gilbert, il est toujours déterminé. Il se dit, putain, il y a un mec ou je sais pas qui, une bande qui essaie de me faire peur. Ils veulent que je rende mon château. Du coup, Gilbert, il engage des forces armées pour patrouiller dans le château, pour faire des battues aux alentours du château, pour savoir est-ce que peut-être il y a des gens qui se cachent aux alentours du château. Donc voilà, Gilbert, il décide de prendre les choses en main. Donc c'est aussi, c'est un extrait du journal de Gilbert. Vendredi 12 novembre, 11h45, 3 cris étouffés semblant venir de la cave, puis d'autres plus forts dans l'escalier. À minuit, tout le monde se lève. On entend des cris dans la cave, puis dans l'intérieur de la chambre verte. Enfin, les sanglots et les cris d'une femme qui souffre horriblement. Vendredi 24 décembre, à midi, tous les domestiques étant à table, nous trouvons dans la chambre de Monsieur l'abbé le lit renversé sur le côté et la table poussée dessous. 5 heures, Monsieur l'abbé lisait son bréviaire. Quoiqu'il fît depuis 3 jours un temps superbe, une masse de tombe par la cheminée sur le feu qu'elle éteint et fait voler la cendre. Monsieur l'abbé est aveuglé, il en a la figure couverte. Nuit du 25 au 26 janvier, 1h30. À ce moment, on entend comme des cris de taureaux, puis d'autres, inhumains, enragés, dans le corridor, près de la porte de ma femme, qui alors se lève et sonne pour faire lever tous les domestiques. Bon, et bien voilà le genre de témoignage que Gilbert pouvait noter tout ça dans son petit ouvrage. Dans le lot, on a des portes et des fenêtres qui s'ouvrent toutes seules. Ok, bon, à partir de là, ça rigole plus. Gilbert, il en a carrément marre, il se dit ça y est. J'en peux plus, c'est pas quelqu'un qui est en train de me jouer un tour, c'est pas une bande qui est en train de me jouer un tour. Donc du coup, il appelle un prêtre exorciste. Le prêtre, qu'est-ce qu'il fait un petit peu partout dans le château? Il met des croix, il met des médailles. Donc du coup, la nuit passe, voilà, la nuit passe, tout va bien. Et le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, toutes les croix, etc., toutes les médailles de Lourdes qui ont été placées ont tout simplement disparu. À partir de là, les phénomènes vont cesser. Les phénomènes vont cesser. Et donc là, tout simplement, on se dit, bah c'est bon, l'exorcisme du prêtre a fonctionné. Sauf que à un moment, notre ami Gilbert, il est tranquillement en train d'écrire sur son bureau. Alors qu'est-ce qu'il écrivait? Aucune idée. Tout simplement, il y a toutes les médailles et les croix, etc., qui vont tomber sur son bureau, à l'exception des médailles de Lourdes. Donc, comment me direz-vous c'est possible? Moi je n'en sais rien, je fais que relater l'événement. Forcément, Gilbert il se demande si l'exorcisme a échoué, ce qui est plutôt légitime. Donc il y a des bruits encore qui se font toujours régulièrement entendre. Sauf qu'un jour, il y a quelque chose d'assez bizarre qui va se produire. Gilbert il était en train de jouer de son harmonium. Alors, je vais vous mettre à l'image parce que même moi, ça me fait penser à harmonica, mais je pense pas que ce soit un harmonica, je sais pas trop ce que c'est un harmonium. Mais tout simplement, il va jouer de cet instrument-là. Et après avoir fini d'avoir joué de cet instrument, et bien tout simplement, l'air qu'il a joué va se répéter tout seul. Et donc là, on va peut-être avoir l'une des choses les plus étranges qu'on va pouvoir lire, qu'on va pouvoir voir dans cette vidéo. Il y a tout simplement une commode, alors attention, c'est une grosse commode très lourde, etc., avec très chargée de livres, et qui va tout simplement se lever du sol et rester en lévitation, donc à une 50aine de centimètres du sol. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait après ça? Ils essaient d'appuyer sur l'armoire pour la faire redescendre. On nous explique que plus tard, l'armoire reprend toute seule sa place originelle. Finalité de l'histoire, Gilbert, il prend ses clics et ses claques, il en a ras le cul de son château hanté, et du coup, il décide de vendre son château et de partir vivre ailleurs. Cette fois-ci, on va s'intéresser à une histoire plus récente qui va se passer entre 1964 et 1997 en Grande-Bretagne, aux alentours de Cambridge. Donc c'est une maison qui est soi-disant hantée. Pour ce cas, il y a un médium ainsi qu'un parapsychologue qui sont dépêchés sur place parce que le cas semble assez sérieux quand même. Tout simplement un couple, monsieur et madame Baker, qui vont en 1964 décider de faire construire leur maison le long d'une rivière nommée Cam. Donc les fantômes ne perdent pas de temps, enfin les fantômes, les poltergeists, les esprits, ce que vous voulez, ils ne perdent pas de temps. Dès qu'ils emménagent, il y a déjà des bruits très très étranges qui se font entendre. Puisqu'ils entendent des bruits de pas dans les couloirs, ils entendent des voix, ils entendent des bruits de bataille, donc à partir de là on peut se dire peut-être qu'ils ont fait construire leur maison sur un cimetière ou quoi que ce soit. Alors j'ai mis parce que je découvre l'histoire en même temps que vous, donc j'ai mis ma propre théorie, sait-on jamais. Ils entendent aussi des bruits d'armes et de trompettes, donc là vraiment
On se dit vraiment, c'est pas possible, il y a eu des batailles, des guerres qui ont eu lieu ici, et qu'ils ont construit leur maison sur un ancien cimetière ou quoi que ce soit. Donc il y a le coup classique, il y a des objets qui se déplacent tout seuls, et il y a aussi des portes qui sont fermées à clé, qui s'ouvrent tout seuls, qui se retrouvent donc ouvertes. Donc là, cette fois-ci, ça va être un cas entre guillemets un petit peu plus concret que le château, enfin concret entre guillemets un petit peu, parce que dans le château, ils avaient rien vu, etc. forcément, et là dans cette maison, le couple des Baker, ils voient tout simplement, contrairement à l'histoire d'avant, ils voient des espèces d'apparitions brumeuses un petit peu de type un peu type fantomatique, un peu type tache sombre qui se déplace. Donc le couple des Baker, ils ont une fille qui s'appelle Hélène, et Hélène, leur fille, donc là je n'ai pas précisé, du moins pas pour l'instant, leur fille Hélène va confier qu'elle a vu un couple dont l'homme était vêtu en armure. Donc là ça nous remet encore sur la piste peut-être de morts de guerre, etc. Peut-être des âmes qui n'étaient pas spécialement en paix, qui entraient peut-être encore les lieux. Donc là, à ce moment-là, l'affaire est assez médiatisée. Il y a la fameuse médium dont on a parlé plus tôt. Il y a une équipe de télé aussi. Et donc là, à ce moment-là, Hélène, elle a 21 ans. Et les parents d'Hélène racontent que parfois, ils entendent la voiture d'Hélène arriver et qu'ils voient leurs phares et qu'ils voient ses phares, pardon, alors que il n'y a absolument rien. Le rôle de la médium dans tout ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arpente un petit peu la maison, et le but c'est donc par clairvoyance de ressentir un petit peu s'il y a des drames, des éléments du passé qui pourraient tout simplement expliquer ces événements, ces apparitions, etc. Elle va en venir au fait qu'elle va se mettre à décrire un événement du coup à Cambridge, d'un réel fait qui s'est passé, de cambriolage, pendant lequel il y a des coups de feu qui ont été tirés, et Hélène, donc la fille du couple, a été visée. Donc Madame Guibault, qui est une médium japonaise, qui précise, elle précise énormément de caractéristiques, 7 à 8 caractéristiques qu'elle n'avait aucun moyen de connaître, de savoir par des moyens normaux. Elle détecte 3 personnes. La médium détecte un homme qui regarderait par la fenêtre du bureau, là où la femme du couple Baker voyait depuis l'extérieur régulièrement le visage d'un homme. Ensuite, la médium, parce que c'est pas fini, elle ressent beaucoup de violence, les violences d'une bataille passée. Elle ressent aussi les roues d'un char qui a foulé tout simplement la pelouse. Et donc ensuite, l'affaire entre guillemets prend du sens, puisque tout simplement grâce à une carte, ils découvrent qu'il y avait une route romaine qui passait tout simplement dans leur jardin. On nous dit que c'était situé à proximité d'un fort, et que donc, vous vous rappelez, on avait dit au début que leur maison avait été construite près d'une rivière, la rivière Cam, et que près de cette rivière, justement, ils retrouvent pas mal de débris, pas mal d'objets qui doivent dater sûrement de l'époque, potentiellement de ces batailles qui ont eu lieu. Donc, ensuite la question se pose, est-ce qu'il y a vraiment eu une bataille romaine dans le coin? C'est une théorie fort possible, fort probable, quelque part, mais rien ne permet d'attester ça à 100%. Il n'y a pas un document historique officiel écrit qui dit à cet endroit-là, enfin pas cet endroit-là précis, mais aux alentours, il y a une bataille romaine qui a eu lieu. Pour l'instant, il n'y a rien de sûr. Bon, du coup, j'essaie de vous sélectionner quand même des histoires relativement intéressantes, mais des histoires ni trop courtes, ni trop longues, et des histoires qui se tiennent quand même à peu près. La famille Bérénice, qu'est-ce qu'ils font? Ils déménagent en 1979 en Nouvelle-Angleterre. Et donc, on nous dit que jusqu'au mois d'août 1981, la famille va, comme les deux histoires précédentes, subir de nombreux faits troublants. Parmi ces faits troublants, on a surtout des apparitions, dont un petit enfant vêtu de blanc, ainsi que un bossu vêtu d'une cape noire. Ils racontent aussi qu'ils vont entendre dans cette maison des cris de petites filles. On nous raconte que ces apparitions, ces événements étaient vécus par les membres de la famille, mais jamais en même temps. Donc après la première apparition du bossu, on nous raconte que là, les premiers événements de type poltergeist vont commencer à se produire. Des objets qui volent à travers les pièces, des portes qui claquent. On a également des figurines religieuses qui se détruisent toutes seules sans raison apparente. Et ainsi que l'escalier rétractable du grenier qui ne cesse de se déplier et de se replier. Donc vous savez, l'escalier rétractable, alors ça existe, je pense que ça existe plus beaucoup dans les maisons, enfin ça existe plus dans les maisons récentes, mais dans les maisons un peu, entre guillemets, un petit peu vieilles ou qui datent d'avant 2000, etc. Et vous savez, c'est l'espèce de ficelle là que vous tirez par le plafond pour descendre l'escalier et vous pouvez remonter. Et bien c'est cet escalier là qui ne cessait de se rétracter et de se replier.
Donc sur place, il y avait 2 psychologues et qui ont fait des espèces d'analyses, de tests, etc. Et ils vont en conclure que les phénomènes ne se passaient que en présence de Madame Berini, qui serait alors l'agent du poltergeist. Donc l'agent, c'est une personne, souvent un enfant ou un adolescent, ce qui semble centrer les phénomènes d'un poltergeist. Donc on parle aussi de personnes focales ou épicentres. On nous dit que cette fameuse Madame Berini, elle avait eu notamment des problèmes psychologiques, et elle avait vécu une enfance difficile et qu'elle avait eu de mauvaises relations tout simplement avec sa mère. Bon, du coup, cette histoire, comment elle se termine? Ils font tout simplement venir un exorciste catholique en 1981. Tout simplement après ça, les événements cessent assez brusquement. Bon les amis, écoutez, c'est déjà la fin de cette petite vidéo pour Halloween, donc je me suis dit que ça pouvait être très sympa de sortir une petite vidéo pour Halloween, parce que je pense que c'est la première fois qu'on raconte des histoires de ce genre. Passez tout de même un joyeux Halloween, profitez bien, mais faites bien attention à vous, s'il y en a qui vont faire la tournée des bonbons, s'il y en a qui veulent se faire un petit peu flipper, voilà, faites attention parce que voilà, on sait jamais ce qui peut se produire. Bon, du coup, cette semaine, je suis pas là. On reprend à partir du 6 novembre sur Twitch. Voilà, j'espère que ces 3 petites histoires vous auront plu. Merci infiniment d'avoir suivi la chaîne. Merci de suivre la chaîne, pardon. Merci de suivre la chaîne Twitch. On est en live tous les jours à partir de 14h30, sauf le mercredi et le dimanche. Et voilà. Joyeux Halloween encore et portez-vous bien. Ciao!